parce que ça lui posait absolument aucun problème de parcourir le monde en bateau. Le prince du Maroc, frère du roi Mohamed VI. Mais en revanche, l'avion, c'est une chose qu'elle n'aime pas du tout. Mais c'est vrai que l'absence de la famille royale d'Espagne est un peu étrange. Et alors, si c'est vraiment pour des raisons liées à ce problème de JO, c'est un peu... Ça me paraît extraordinaire. Ils auraient pu envoyer... Enfin, même une des filles du roi aurait pu venir, une des infantes, Elena ou Christina. Ça aurait été à tout le moins courtois. Le prince Faisal de Jordanie, qui est donc le frère du roi Abdallah, et c'est même son seul frère total, puisqu'ils ont la même mère, la princesse Mouna. Ce sont tous les deux les deux fils aînés du feu roi Hussein de Jordanie et de sa seconde épouse. Il faut quand même un certain temps pour évacuer tous les invités. Et je crois qu'il n'y a que 500 places ou 800 places, c'est ça? Donc il y a tous ces invités qu'il faut ramener il y a surtout les en voiture délégations, à partir avec les délégations. surtout les délégations officielles qui vont venir en voiture au palais. Là, on voit le prince Édouard de Grande-Bretagne, comte de Wessex. Son épouse est cachée par le prince Joachim de Danemark. On voit un panache de plumes beige. Donc ça, c'est la princesse Sophie, la comtesse de Wessex, qu'on voit de face au centre. Et à droite, le prince Joachim de Danemark, qui est le deuxième fils de la reine Margrethe, qui est venu sans son épouse, la princesse Alexandra, puisque pour la bonne et simple raison qu'ils sont divorcés depuis 2 ans maintenant. Et donc c'est le second fils de la reine Margrethe du Danemark, la comtesse de Wessex, mais Sophie Rhys-Jones, qui est notre confrère en télévision. Est un producteur de télévision. Absolument, qui a produit beaucoup de séries historiques sur le patrimoine historique et culturel de la famille royale britannique, ce qu'on lui a un petit peu reproché outre-Manche. Je pense qu'on lui a beaucoup reproché d'utiliser ses connexions et sa parenté pour obtenir des accès privilégiés à des demeures royales comme Windsor, Buckingham Palace. On lui a beaucoup reproché aussi d'avoir fait irruption, enfin d'avoir envoyé une équipe faire irruption dans l'université de St Andrews en Écosse, où son neveu, le prince William, faisait ses études. Et à l'époque, la presse britannique avait... Je m'arrête, on voit le duc de Vendôme à gauche en cravate bleue, qui est donc le fils aîné du comte de Paris. À gauche, la duchesse de Calabre en gris, qui est l'épouse du duc de Calabre, qui lui-même est juste derrière le duc de Vendôme. Donc ce sont les royautés non régnantes qui descendent des marches. Je rappelle que le duc de Calabre est l'héritier de la couronne des 2 Siciles, donc du trône de Naples, et qu'il s'est marié à Monaco avec Camilla Crociani, qui lui avait été présentée par le prince Régnier. Et le prince Régnier était présent à leur mariage, et je crois même témoin de leur mariage. Bien, nous allons maintenant devant le palais rejoindre Carole. Je pense qu'elle est déjà arrivée. Je la vois avec... Allez, Carole, c'est à vous. Oui, Jean-Claude, je suis effectivement sur la place du Palais, au milieu de la foule qui s'est bien constituée, là, comme vous pouvez le constater. Alors, il paraît que le monégasque est assez pudique et qu'il a souvent du mal à parler de la famille princière qu'il affectionne beaucoup. Mais alors, certains vont en faire l'effort de nous dire un peu ce qu'ils ressentent pour chacun. Et je suis en compagnie de Lucie, d'Alexandra et de Sylvie, 3 générations de femmes réunies et 3 femmes qui affectionnent vraiment la famille princière. Alors, vous auriez pu venir, l'une aurait pu représenter les 2 autres. Là, pourquoi vous êtes venues toutes les 3? Parce qu'il fallait qu'on soit tous là. C'est normal, c'était un jour exceptionnel. On se devait d'être présents. Oui. Nous sommes toujours auprès de la famille princière, Quels que soient les événements. que ce soit les bons et les mauvais. Alors, votre mari et votre père, mesdames, étaient très très proches du prince Régnier, je crois. Oui. Est-ce que, comme beaucoup de monégasques, vous avez été touchés par sa disparition? Énormément. Tout à fait, oui. Nous avons Perdu une 2e fois notre père. Quand vous en parlez, vous avez les larmes aux yeux. Ben oui, c'est comme ça. Quelqu'un que vous aimiez vraiment beaucoup. Tout à fait. Bon, mais en même temps, il y a un moment joyeux et positif Tout à fait, aujourd'hui. c'est très bien, c'est la roue qui tourne et c'était nécessaire aussi. Puis c'est comme ça. Bon, bah, merci, vous êtes venu soutenir le prince Albert, votre nouveau souverain. Vous avez confiance en lui? On est très fiers de lui, on est sûr qu'il fera des merveilles pour la principauté. D'accord, merci à vous. Et alors, avec nous aussi Jacques Lantéry. Alors lui, c'est une figure de la principauté.
C'est le charmeur, hein. Jackie Lanteri dit le charmeur. Je suis désolée, Jackie, mais c'est comme ça qu'on parle de vous au palais. Ça fait 50 ans que vous travaillez auprès de la famille princière. Vous restaurez les fresques du palais qui sont absolument nombreuses et sublimes. Et vous êtes aussi cuisinier à vos heures, hein, parce que je crois que vous nourrissez les commissaires de piste lors des Grands Prix de Formule 1. Certains commissaires, Oui, pas parce que tout le monde n'y a pas accès. 50 ans au service de la famille princière, ça représente beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Ça représente beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Ça représente, disons, une vie passée sous le règne du prince Régnier III. Et maintenant, on connaît le prince Albert II. Donc, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et puis, j'avais connu tout gosse le prince Louis II. Ah oui, ça remonte à quelque temps quand même, si je peux me permettre. Alors vous avez vu naître les enfants, la princesse Caroline, le prince Albert et la princesse Stéphanie. C'était quel genre d'enfants? Plutôt turbulents, plutôt sages? Non, c'était des enfants comme tout le monde. La princesse les a élevés comme d'autres enfants. Et ils étaient adorables. J'ai eu la chance de les connaître jeunes, de les voir grandir, mariés, et c'est quelque chose de formidable. Et quand on passe 50 ans au palais, on a, j'imagine, des liens un peu différents avec la famille princière. Quels sont-ils aujourd'hui? Il y a des liens d'abord très respectueux vis-à-vis de la famille souveraine. Et puis, il y a des contacts qui sont plus amicaux, surtout avec le prince Albert et puis la princesse Stéphanie, quoi. Alors, la princesse Stéphanie, c'est la chouchoute, un peu quand même, à Monaco. C'est la chouchoute, c'est peut-être parce que c'est la plus jeune. Et puis, il y a des côtés par lesquels l'affection est plutôt paternaliste, disons, que amicale. Voilà. Merci Jackie. Alors avec nous aussi Aurélie et Dorothée. Alors elles ont 21 et 23 ans. L'une est étudiante en fac de lettres, l'autre travaille comme secrétaire dans un cabinet immobilier. Alors qu'est-ce que vous faites à 21 ans ou 23 ans sur la place du Palais? Vous êtes venus parce que vous aviez rien d'autre à faire ou c'était important pour vous? Non, pas du tout. On vient représenter la future génération et puis suivre les générations précédentes dans notre foi en notre prince. Il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas là, on est venu à chaque fois, donc bon, maintenant on vient aussi, quoi. Il n'y a pas de raison, quoi. On est là pour ça. Et c'est important de partager un événement tel que celui-là pour peut-être en parler plus tard? Ah oui, en effet, oui, pour en parler à nos petits-enfants. Puis bon, on a suivi le décès du prince, c'est la suite logique, donc c'est vrai que pour nous, le prince Albert ou le prince Régnier, c'est autant important à nos yeux que tout le reste de la dynastie qu'on n'a pas forcément connu. Et à 21 ans ou 23 ans, on est aussi ému par la disparition du prince Régnier que peut l'être un monégasque peut-être d'une génération différente? Mais disons que c'est le premier prince qu'on a connu à notre naissance et c'est vrai que bon, ça a été très émouvant comme période pour Monaco et puis pour nous. C'est quelqu'un de la famille qui a disparu. Donc, oui, non, c'est clair, il était très important. On a été très émus de sa disparition et on attend vraiment la suite et on est là pour ça, quoi. On a vraiment hâte que ça se passe bien et tout. Pour l'encourager. Voilà, tout à fait. Bon, écoutez, il sera sensible à cette marque, à cette marque de sympathie. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. Merci Carole pour ce témoignage. Jean-Claude, oui, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, non, je voulais vous dire que nous avions à peu près fait le tour. Donc, vous allez rends rejoindre l'antenne, le on va prince dire. Vous allez rejoindre le prince? Oui, absolument, je vais me dépêcher même. À tout de suite. En attendant, on a vu, parce que ça dure la sortie de la cathédrale, mais on a l'impression quand même que les voitures avec les officiels, c'est déjà fait. Et maintenant, le reste des invités va se rendre au palais princier à pied. C'est le palais princier dont on peut dire deux mots avant d'y accéder. Depuis le XVe siècle, il est l'héritage des Grimaldi. Pas tout à fait depuis le XVe siècle, parce que les Français l'ont quand même beaucoup pillé pendant la Révolution, si vous voulez. On a même détruit une partie, on a vendu aux enchères le mobilier, les portraits, l'orfèvrerie, la vaisselle. Enfin, il leur appartenait déjà. Il leur appartenait déjà, mais on leur a confisqué quand même pendant 25 ans. On leur a rendu en 1815, lorsque les Grimaldi ont récupéré la principauté de Monaco, grâce à leur amitié avec le prince de Talleyrand, qui représentait la France au congrès de Vienne. Ils ont trouvé un palais assez dévasté, une aile entière avait été détruite, c'est d'ailleurs l'aile dans laquelle aujourd'hui sont installés les appartements privés de la famille princière. Alors, en plus, ils n'y ont pas vécu tout de suite parce qu'ils vivaient beaucoup à Paris, c'est seulement dans les années 1830-1840 que les princes ont commencé à résider vraiment en principauté. Et
Ça, ce sont les pénitents. Ce sont des ordres, mon père. On a vu passer les ordres équestres, à la fois Malte, on a vu passer aussi l'ordre de Saint-Maurice et Lazare. Et on n'a pas vu, mais ils sont certainement présents, on les a vus tout à l'heure, aussi l'ordre du Saint-Sépulcre. Voilà donc ce palais, résidence des princes de Monaco. Il a été transformé au cours des années en forteresse. Autrefois, il était une forteresse au début, et puis petit à petit, on en a fait une résidence plutôt d'apparat. Un peu plus aimable. Plus aimable et plus... C'est un des rares palais royaux officiels dans lesquels la famille vit encore toujours en permanence. C'est vraiment leur foyer à Monaco. Il y a une partie au premier étage autour de la cour qui est une partie un petit peu officielle, dans laquelle il y a une succession de salons qui racontent d'ailleurs toute l'histoire de la famille. Chaque salon, il y a une chambre Stuart, par exemple, parce qu'un membre de la dynastie des Stuart a dormi dans cette chambre à l'occasion d'une escale à Monaco. Il y a la salle du trône célèbre évidemment les souverains monégasques. Il y a une galerie qu'on appelle la galerie d'Hercule qui est avec une décoration très Renaissance. Et il y a aussi une partie totalement privée qui est très moderne, très contemporaine, qui a été beaucoup réaménagée par la princesse Grace et le prince Régnier. Dans cette partie vit toujours la famille princière. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Ah oui, c'est plus que c'est une PME d'une taille assez imposante. Il y a des centaines de personnes qui travaillent. Et encore une fois, il y a non seulement l'administration princière, mais vous avez évidemment les employés qui assurent le train de maison. Et puis vous avez aussi les différents musées qui sont installés à l'intérieur du palais. Le musée napoléonien, le musée des voitures, le musée napoléonien et le palais lui-même qui se visite et qui est ouvert au public. On a l'impression que cette cathédrale ne sera jamais vidée, mon père. Oui. La cathédrale qui n'est pourtant pas très, très grande au niveau capacité, puisqu'on peut effectivement y rentrer environ 900 personnes, il y a 900 places. Venant de Rome, j'ai l'habitude de voir des cathédrales beaucoup plus grandes, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a d'abord fallu faire sortir effectivement la famille souveraine, ensuite les délégations étrangères. Maintenant, c'est à la fois le gouvernement princier et les invités de l'État qui sont en train de sortir de l'édifice. Une partie de ces invités d'ailleurs va se diriger et se dirige actuellement dans le palais, au deuxième étage, là où la plupart d'entre eux vont pouvoir assister à la prise d'armes et au défilé. Et une autre partie des invités vont rester devant le palais, sur la place. Effectivement, Ce sont les délégations officielles et étrangères qui vont côtoyer le prince Albert du haut de son balcon, situé au deuxième étage, juste en dessous du blason des Grimaldi. On voit d'ailleurs que les voitures entrent maintenant dans le palais princier. Ce sont toutes les délégations étrangères. Et on a vu arriver tout à l'heure un certain nombre de personnalités de la principauté, dont celle qui s'est levée à pied, là, voilà. Voilà, dont M. Valéry, qui est président du Conseil national. On parlait tout à l'heure, donc effectivement, le pouvoir du souverain est exercé. Le Conseil national, avec il faut dire ce que c'est le Parlement. Qui est le Parlement. Voilà. Et donc, toutes ces personnalités nationales. 20 membres, c'est ça 20 membres. Et donc toutes ces personnalités de la nation vont se retrouver en bas à gauche de l'entrée principale du palais princier pour assister à la relève de la garde. Alors ce Conseil national, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Quel est son pouvoir auprès du prince? Le Conseil national, le Conseil qui vote les lois. Donc le gouvernement envoie les projets de loi. Il vote les lois, mais à la différence de ce qui se passe dans des pouvoirs législatifs traditionnels, il n'a pas l'initiative des lois. Donc à Monaco, vous n'avez que des projets de loi, vous n'avez pas de proposition de loi, puisque l'initiative des lois appartient au prince souverain. Donc le Conseil national les vote. Et du coup, le ministre d'État, il fait quoi dans tout ça? Lui, il dirige la politique de toute façon. Voilà. Il a une feuille de route. Il a une feuille de route qui est fixée par le prince souverain. Et il applique cette feuille de route. C'est le chef du gouvernement. Le prince finalement dirige de manière quasi, avec un pouvoir quasi absolu, la principauté. Oui, d'autant plus que la Constitution stipule que le pouvoir judiciaire lui appartient et qu'il le délègue aux tribunaux. Donc en plus, on n'est pas tout à fait dans la classification tripartite des pouvoirs, cher à Montesquieu. Il y a un peu une confusion. Mais encore une fois, il ne faut pas juger Monaco à l'aune d'un pays de plusieurs millions d'habitants. Il est évident que là, c'est presque une nécessité d'avoir une confusion des pouvoirs comme ça. On ne peut pas avoir une administration pléthorique telle que celle qu'on peut avoir en France. Il faut savoir en plus que le prince souverain, dans l'exercice de certaines de ses prérogatives constitutionnelles, est assisté par deux conseils. À la fois le conseil de la couronne que le prince consulte pour des questions touchant aux intérêts de l'État, mais aussi par le conseil d'État
qui est chargé, lui, de donner son avis sur justement les projets de loi et sur les ordonnances qui sont soumis à l'examen du prince. Mais ce Conseil d'État peut être aussi consulté sur tous les autres projets où le prince peut les saisir. Qui sont les personnes influentes auprès de lui? Est-ce que ses sœurs sont influentes auprès de lui? Est-ce que c'est le ministre d'État, M. Proust? Ou est-ce qu'il y a, par exemple, on l'a vu récemment, l'importance de l'avocat du prince, Maître Lacoste, qui est aussi l'avocat de Stéphanie qu'on a entendu tout à l'heure. Il est évident qu'il y a des proches, vous parliez de Maître Lacoste, de la princesse Stéphanie, qui ont sûrement une influence très nette. Mais si vous voulez, ça c'est aussi une caractéristique des princes héritiers qui ont attendu longtemps avant de régner. Ils ont eu le temps de se former quand même une personnalité presque solitaire, parce que c'est un job assez solitaire d'être prince héritier. Donc souvent, ils ont quand même une volonté très déterminée. Ils savent très bien où ils veulent aller. Et je crois que dans le cas du prince Albert, il a des influences autour de lui. Mais il a une idée très précise, à mon avis, de ce qu'il veut faire. Il a eu le temps de la mûrir en regardant l'exemple de son père, en se disant ça, je suis d'accord, ça, je le suis peut-être un petit peu moins. C'est 25 années de confrontation à une figure paternelle qui exerce le pouvoir, et ça vous donne quand même largement le temps de vous faire votre propre idée de la manière dont vous allez gouverner la principauté. Dans le système de coexistence politique entre Monaco et la France, les hauts fonctionnaires français qui sont détachés dans l'organigramme monégasque prêtent allégeance au souverain de droit, qui reste leur seul véritable patron. C'est une des caractéristiques aussi du fonctionnement de Monaco. Et l'une des choses qu'on peut relever en ce qui concerne le prince Albert, c'est que c'est lui quand même qui est allé affirmer la présence et l'autorité de Monaco auprès des Nations Unies, puisque son père l'avait envoyé pour le faire. Et l'un des grands succès du prince régnier, c'est d'avoir réussi à asseoir la personnalité internationale de la principauté, que pendant très longtemps on considérait comme une annexe presque du territoire français. Lui a tapé quand même plusieurs fois du poing sur la table en disant nous avons une indépendance. Et je pense que tout à l'heure vous avez évoqué la possibilité d'un ministre d'État qui soit monégasque. Moi je pense qu'effectivement c'est une chose vers laquelle on se dirige assez rapidement, et puis après tout tant mieux. Je veux dire, c'est tout à fait logique. D'ailleurs le prince Albert, on le voit ici en public. On a vu paraître des images, voilà avec M. Proust à gauche, avec le président Chirac lors de la visite d'État. Il y a juste quelques jours. Dans le cadre des nouveaux accords. Et le voici à l'ONU, là, lorsqu'il a prononcé son premier discours, avant celui du 12 juillet, où il a parlé de la transparence, de l'éthique. Et ça, c'est lors de la remise des décorations à la princesse Caroline et à la princesse Stéphanie. C'était jeudi. Jeudi dernier. Mais au moment de la rencontre avec Jacques Chirac la semaine dernière, le président de la République française a fait grand croix de la Légion d'honneur le prince Albert II. Et puisqu'il n'avait pas, il voulait porter sur le revers de sa veste les insignes de son grade, Jacques Chirac lui a donné sa rosette sur canapé et lui a mis à sa veste. Et il a considéré ça, Albert, comme un geste extrêmement amical. Parce qu'on sait qu'il y a eu des relations plus ou moins tendues, notamment au moment de la coexistence entre Régnier et le général de Gaulle, entre Monaco et la France, qui se sont améliorées avec le président Mitterrand. François Mitterrand a été un véritable ami de Régnier, a aidé Monaco à accéder à l'ONU, en disant d'ailleurs cette phrase: pour un petit État, il ne peut y avoir de strapontin, mais un fauteuil plein. Et François Mitterrand, qui avait assisté, qui était l'envoyé de la France en tant que ministre de l'Intérieur au mariage entre Albert II, Régnier, et la princesse Grace, a gardé un lien amical avec Régnier, un lien assez fort qui s'est renforcé au fur et à mesure. D'ailleurs, le prince Albert parlait hier d'affection, après avoir vu le président de la République. Il parlait d'affection, il disait qu'il faisait grand cas aussi de ses conseils. Mais je crois quand même que Charles Villeneuve a raison d'insister sur le rôle de François Mitterrand, qui était d'abord un homme peut-être qui avait une faconde quand même assez particulière. Puis je crois qu'en fait, il a quand même un petit faible pour les royautés, François Mitterrand, parce qu'il était aussi le représentant de la France au couronnement de la reine Elisabeth. Et à l'époque, il y a une petite anecdote, il était assis à côté de la princesse Georges de Grèce, qui était née Marie Bonaparte, et qui était la fondatrice de la Société de psychanalyse en France. Et un des neveux de Marie Bonaparte, la princesse Georges de Grèce, m'a raconté qu'en fait, elle avait passé tout le couronnement à psychanalyser François Mitterrand, à qui elle posait des questions pendant tout le couronnement. Il était assez familier il était très lié avec le comte de Paris aussi, François Mitterrand. Donc il était très lié avec les royautés. Il avait un petit faible pour ça.
Voilà, il y a aussi une autre particularité en ce qui concerne les hauts fonctionnaires français qui sont affectés à l'administration princière, c'est qu'ils doublent leurs émoluments. Là, on voit M. Orsetti, l'ambassadeur de Monaco en France. Les voitures continuent d'arriver au palais. Là, nous avions un timing de la cérémonie. Il y a déjà une demi-heure que nous aurions dû débuter la cérémonie militaire. Donc on prend vraiment là beaucoup de retard, alors que les détachements se mettent en place sur la place. Là. On peut rappeler aussi, dans le cadre des relations franco-monégasques, qu'en fait, après la Révolution, lorsque les Grimaldi ont récupéré leur principauté, il y a eu un épisode un peu compliqué en 1848, parce qu'à l'époque, les Monégasques se plaignaient de payer trop d'impôts. Et en fait, Monaco était un État agricole, puisque Menton et Roquebrune avaient des plantations d'orangers qui assuraient le plus clair des revenus du prince. Et le prince les pressurait un petit peu, et les Mentonnais se sont rebellés contre ça. Et ils ont dit, on paye trop d'impôts, et donc ils ont demandé à faire sécession et à quitter Monaco. C'est à ce moment que Monaco a perdu la plus grande partie de son territoire. Les Grimaldi ont quand même très bien retenu la leçon, puisque assez rapidement, ils ont décidé de supprimer les impôts à Monaco. Et aujourd'hui, hélas pour eux, les Mentonnais et les habitants de Roquebrune se mordent les doigts d'avoir été exigeants en 1848. Ils ont quand même encore quelques cultures, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. C'est quand même pas... Mais non, mais c'est vrai qu'à Monaco, il n'y a pas d'impôt direct et il n'y a pas de droit de succession. Absolument. C'est un système fiscal extrêmement avantageux. Puisqu'on parle de système fiscal, il faut aussi... rappeler ce qu'a dit le prince, ce qu'a confirmé le prince au président de la République tout à l'heure sur l'éthique par rapport à l'argent et au blanchiment de l'argent. Il a été encore une fois très très ferme sur ce plan-là. Oui, cela étant, il allait être vigilant. Cela étant, on peut remarquer quand même que depuis quelques années, tout le système bancaire monégasque, à peu près 60 banques, est relié et contrôlé par la Banque de France. Oui. Donc l'origine des flux des capitaux est quand même moins élevée. Et il ne faut pas confondre l'argent sale et l'argent qui vient de l'évasion fiscale. À ce compte-là, si vous voulez, il y a autant d'argent qui provient d'évasion fiscale en Belgique et en Suisse et même à Londres à l'heure actuelle, parce qu'on connaît quand même beaucoup de résidents français, enfin de citoyens français qui partent résider en Belgique ou en Suisse à l'heure actuelle. C'est pas tout à fait la même chose. Qu'une fortune soit attirée par les conditions fiscales de Monaco où on ne paye pas d'impôt sur le revenu et de droit de succession, c'est très ennuyeux pour le pays qui la perd, mais c'est pas condamnable dans le cas du pays qui la gagne. Ce qui était condamnable, c'était les capitaux provenant de trafic. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la majorité des capitaux qui ont été transférés à Monaco au cours des 10 dernières années. Il ne faut pas non plus leur faire un procès perpétuel de ce genre de choses. Je crois que le prince Régnier avait commencé à y mettre bon ordre, le prince Albert continue, et ça ne représentait pas, il s'en faut beaucoup, la totalité des capitaux investis à Monaco. La prospérité de Monaco, c'est le fait qu'effectivement, on va y investir son argent, mais ça peut être de l'argent propre, et c'est de l'argent propre dans la plus grande partie des cas. Il y a des conditions fiscales très avantageuses, un point c'est tout. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit à l'écran M. Jean-Paul Proust, le ministre d'État, donc le Premier ministre en quelque sorte de l'État monégasque. D'ailleurs accompagné par M. René-Georges Panizzi, chef du protocole du gouvernement princier. Bon, il y a beaucoup de retard. Oui, on nous dit que c'est pas avant la mise en 10 place, minutes. la mise en place des unités. On voit encore les carabiniers qui forment la haie d'honneur, qui ne se sont pas mis en carré pour la prise d'armes. Et il est vraisemblable qu'elle ne commencera pas avant 12h10, 12h15. Mais simplement, on vient de voir M. Proust, ça prouve quand même que ça va peut-être se précipiter un peu, puisque c'est lui qui va, selon le déroulement de la cérémonie militaire, c'est lui qui va intervenir en tant que ministre d'État le premier, puisqu'on va lui présenter les drapeaux. Voilà, ce sont les pompiers d'ailleurs, ce ne sont pas les carabiniers, ce sont les pompiers qui ont un uniforme presque identique, sauf le pantalon à double bande rouge, comme les carabiniers. Les carabiniers étant dans l'ordre protocolaire la première unité monégasque. Ils se mettent d'ailleurs en place, vous l'avez dit, pour la prise d'armes, sans armes. Les pompiers et les carabiniers constituent la force publique, et à ces deux détachements de la force publique, qui a un commandant depuis peu, puisque c'est Albert II qui l'a nommé, le colonel Bersillan, qui était un pompier d'ailleurs, un ancien pompier de Paris. Et à ces deux détachements s'ajoute le détachement de la sûreté publique, c'est-à-dire les policiers, qui sont les plus nombreux à Monaco, il faut le dire, près de 500, alors que les carabiniers sont à peu près 112 à 115 et les pompiers 120.
Ah, il y a quelques élégantes Oui. aussi à Monaco. Il fait beau, il fait joli très beau. Bibi. Oui, alors, oui, j'aimerais qu'on passe un petit peu, puisqu'on a le temps, on va parler un petit peu des princesses. On voyait Stéphanie tout à l'heure, elle semble véritablement assagie par rapport aux années qu'on vient de connaître avec elle, à la corde des interviews. On a l'impression qu'elle est parfois, on va dire, un peu le porte-parole de son frère. Je crois qu'elle fait très attention, et elle a raison, de ne parler que lorsqu'elle a vraiment des précisions à apporter, lorsqu'elle a vraiment envie de le faire. Alors elle parle des sujets qu'elle aime bien. Si vous lui demandez de parler de son action en faveur, pour la lutte contre le sida ou des choses comme ça, ou pour le cirque, où elle va reprendre un petit peu la suite de son père, elle le fait assez volontiers. Elle n'a pas forcément envie de parler de ses enfants parce qu'elle les protège. En revanche, son frère, qu'elle aime beaucoup, elle accepte d'en parler. Donc c'est une manière de gérer ses rapports avec la presse qui est très personnelle et qui est plutôt agréable, parce qu'on l'a vu dans l'interview qu'elle a donnée à Carole Rousseau, c'est toujours assez spontané et assez personnel ce qu'elle dit. Donc, oui. On pourrait s'attendre justement à ce qu'elle présente plus facilement ses enfants que la princesse Caroline. Je crois qu'elle est, là aussi, elle est très cohérente. Elle les a fait venir lors de la cérémonie qui a eu lieu au mois de juillet parce que c'était monégasque, et c'était purement monégasque. Elle considérait que ses enfants vivant à Monaco et étant monégasques, ils avaient toutes les raisons d'être présents à cette journée. Là, on est dans quelque chose de plus international, de plus officiel, et elle ne souhaite pas que ses enfants y assistent, et après tout, c'est son choix. Très proche de son frère, certes, on l'a vu, mais très très proche de son père auparavant, avec un caractère, paraît-il, identique. Vous savez, elle est la troisième, donc de toute façon, c'était plus facile pour elle. Voilà donc la fanfare qui se met en place, 24 à 26 musiciens. C'est une fanfare. Vous allez remarquer d'ailleurs que toute la terminologie en uniforme monégasque est empruntée au terme de la cavalerie. On ne dit pas musique, mais on dit fanfare. On ne dit pas sergent, mais on dit maréchal des logis. Le maréchal des logis Christian Escaffre, d'ailleurs, qui est un ancien militaire français et qui a décroché un premier prix de conservatoire de Satori, qui dirige cette fanfare. Le voilà à l'image. La plupart des officiers portent le gilet d'armes de la cavalerie, le gilet blanc, au petit bouton de nacre. Ces carabiniers reçoivent, il faut le dire, le même entraînement que leurs camarades qui ne sont pas musiciens. Mais les musiciens aussi participent. Ouais. De toute façon, au service, vous savez, il y a un lien assez particulier entre la famille princière, indéniablement, et les carabiniers. On l'a vu au moment des obsèques de Régnier III. Habituellement, ce sont les pénitents qui portent le cercueil du prince. Ce fut les carabiniers. Et c'était noté à la main dans le testament ouvert 3 jours auparavant du prince Régnier. Voilà, c'est les pompiers qui se mettent en place aussi. À chaque fois, un détachement de 24 hommes. Les seuls, évidemment, à porter une arme, sauf l'homme de base des pompiers qui aura évidemment son fusil et sa baïonnette pour mettre son fanion qu'il recevra tout à l'heure. Et voici donc la sûreté publique, c'est-à-dire les policiers. Et là encore, un seul à porter une arme, puisqu'il lui faudra bien cette arme afin de loger dans le canon de cette arme le fanion qu'ils recevront tout à l'heure du prince Albert. Alors, on sait qu'il y a des policiers, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a une prison à Monaco, qui a en permanence une quarantaine de prisonniers. Avec un très beau point de vue d'ailleurs. Oui, ils sont juste sur à la côté, mer. oui, ils sont juste à côté du musée océanographique. Non, mais Monaco, si vous voulez, l'un des atouts, en tout cas, pour un certain nombre de résidents, puisqu'il y a à peu près 32 000, je crois, habitants à Monaco, dont 6 500, 7 000 monégasques, qui ont la nationalité monégasque, les autres étant des résidents. La sécurité est un des arguments, si vous voulez, pour attirer la plupart de ces résidents monégasques. La sécurité, c'est-à-dire près de 350 caméras de télévision. Vous pouvez effectuer une filature à Monaco sans arrêt. En permanence, vous pouvez suivre de bout en bout l'auteur d'un délit. Et cela fait partie des atouts développés par le prince Régnier
pour attirer ces fameux résidents dont la plupart, dont beaucoup d'ailleurs, représentent des fortunes assez importantes. Voilà, les sapeurs-pompiers, qui sont d'ailleurs des militaires, comme les pompiers de Paris, quoi. Tout à fait. Et leur commandant, d'ailleurs, est un ancien des sapeurs-pompiers de Paris. Le colonel Bercillon, lui aussi, a été de 72 à 86 au sapeurs-pompiers de Paris. Alors, à ces 3 détachements, c'est-à-dire donc carabiniers, pompiers et sûreté publique, policiers donc de Monaco, vous avez 3 détachements de marins étrangers, les Français, que l'on voit là à l'image, de la frégate furtive Acolyte, qui mouille en rade de Monaco. Les voici d'ailleurs, les frégates. Frégate furtive, pourquoi? Parce que ce n'est pas celle-ci, mais elle ressemble plutôt à une caisse à savon. On va la voir peut-être apparaître à l'image, la voilà. Elle offre très peu d'angle au radar. C'est la raison pour laquelle on appelle ce type de frégate des frégates furtives. La frégate italienne et une frégate américaine, évidemment à cause des liens qui unissent la famille des Grimaldi aux États-Unis par la princesse Grace. Quant à l'Italie, eh bien, on sait voilà la frégate française. On sait que les Grimaldi sont génois d'origine, puisque c'est François, leur ancêtre, qui a conquis par la ruse. Déguisé en moine. Le rocher déguisé en moine. Voilà. Donc on voit la statue d'ailleurs sur la place du palais. À l'emplacement même d'ailleurs où a lieu cette cérémonie, puisque le rocher, donc la place qu'on voit là, c'est là que se trouvait la forteresse qui a été conquise par les Grimaldi, par François déguisé en moine. Alors la présence de ces 3 détachements qui ne sont pas en armes, tient aussi, il y a une raison supplémentaire à ce que vous venez de dire, Jean-Claude, c'est que ce sont les 2 pays limitrophes, oui, la France et l'Italie. Donc la cérémonie va commencer par d'abord l'arrivée du prince Albert et ensuite la sortie et la dernière, comme je le disais tout à l'heure, de l'étendard du prince Régnier. C'est le lieutenant-colonel Fringant qui commande d'ailleurs le corps des carabiniers qui entrera, qui prendra possession de l'étendard du prince Régnier, monogramme à double R, et qui le rentrera au palais. Par rapport justement au monogramme à double R, il est de tradition que sur les épaulettes de la sûreté publique et sur le col, il y ait le monogramme du souverain. Et on vient de s'apercevoir effectivement qu'il ne s'agit plus du double R maintenant qui est porté, mais du double A, le monogramme du nouveau prince souverain. Il y a un petit détail aussi que je voulais préciser suite à ce que vous disiez à propos de la sécurité à Monaco. Il faut savoir que la principauté, dans sa plus grande largeur, fait 1050 mètres. Donc c'est très très étroit et dans sa plus petite largeur, elle fait 350 mètres, le tout sur 4 km de longueur. Donc on imagine très bien qu'un système de caméra peut surveiller tout le monde parce que 350 mètres de largeur dans son point le plus court, c'est quand même très très étroit. En tout, Monaco fait 195 hectares. Il y en a 40 qui ont été conquis sur la mer au cours du règne du prince Régnier. Voilà le lieutenant-colonel Luc Fringant qui commande le corps des carabiniers. Vous le voyez avec son brevet parachutiste. C'est un brevet assez spécial puisque c'est un ancien officier du 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un régiment dont les missions sont secrètes, qui dépend de la direction du renseignement militaire et qui accomplissent des missions de pénétration derrière les lignes ennemies. Et il a d'ailleurs un brevet doré, ce qui est rare, plaqué or, c'est-à-dire des chuteurs opérationnels. Je crois qu'il a le numéro 774. Ce qui est assez précieux, si vous voulez, dans le corps des chuteurs opérationnels. Et avant l'arrivée du prince, le début de la prise d'armes va être avec son Excellence le ministre d'État, Jean-Paul Proust. Bon, c'est une prise d'armes classique, je crois, conventionnelle en ce sens, sauf évidemment pour l'échange des étendards, puisque ce sera ce moment, tout à l'heure vous disiez que le prince s'agenouillait devant le nonce apostolique, ce qui marquait son intronisation. Et là, la prise d'armes est classique de la fête nationale. Effectivement, à part le changement tout à l'heure de fanion, on voit d'ailleurs, on a vu le fanion des carabiniers qui est encore crépé de noir par rapport au deuil du prince Régnier. Et donc il y aura cet changement des fanions tout à l'heure, ce changement des fanions. Et le véritable avènement a été aussi lorsque le prince souverain est monté sur le trône et a reçu les différents corps de l'État.
Là, on peut préciser d'ailleurs... Sur le balcon, c'est pas la famille. Non, non, mais justement, je voulais parler de ça. On assimile beaucoup Monaco on dit beaucoup qu'il y a des immeubles modernes, ce qui est vrai. Mais ça, c'est sur le littoral, plutôt du côté de Monte-Carlo. Là, vous êtes sur le Rocher, c'est le cœur historique de la ville. Alors là, c'est là que Monaco est vraiment un très très joli village. Mais il y aura aussi d'autres constructions, d'après ce que le prince a dit. Je crois même qu'il y a eu un appel d'offres de lancer. Absolument. La dernière construction qui a été réalisée, je crois que c'était la dernière chose, c'était la digue flottante là, qui est assez exceptionnelle. Mais vraiment, sur cette place du Palais, on a vraiment des bâtiments très anciens. On passe par des petites ruelles qui passent sous des voûtes en pierre. Il y a aussi une partie très patrimoniale à Monaco. On n'est pas uniquement dans une ville moderne, voire même 19e, comme la salle Garnier qui est à Monte-Carlo. Toute la partie qui est sur le Rocher est une partie de la ville qui est assez d'origine moyenâgeuse, qui a été beaucoup modifiée pendant les siècles et qui reste très très historique et très pittoresque. Pour l'extension, il va falloir prendre sur la mer. Ah, ça, on n'a pas le prince de l'environnement, là, il va falloir qu'il gère ce problème avec lui-même. Ce qu'on peut suggérer, c'est que Menton et Roquebrune, qui ont fait un référendum au 19e siècle pour passer sous le contrôle de la France, fassent un nouveau référendum pour passer sous le contrôle de Monaco. Compte tenu des avantages fiscaux, je crois que le référendum obtiendra une majorité assez confortable. Et puis, ce ne serait pas forcément négatif pour la France, parce qu'il faut bien avouer que Monaco fait travailler quand même 25 000 Français qui sont quand même... C'est un pôle économique assez important dans cette région. Et on pourrait peut-être l'étendre. Le prince se fait attendre. Regardez tous les photographes, là. Je pense que... Ils sont aussi nombreux qu'il y a une présentation de haute couture. Il faut vraiment... moi, j'ai toujours beaucoup de sympathie pour mes collègues photographes parce que vous savez, vous attendez des heures et souvent il fait froid, ou il fait très froid, ou il fait très chaud. Ce matin, il a l'air faire plutôt beau là-bas. Oui, mais enfin, il fait quand même pas très très chaud. Hein. Donc moi, je trouve que souvent, on reste pendant des heures debout sur un praticable. Au bout d'un moment, moi, je l'ai beaucoup fait, je continue à le faire. C'est pas aussi simple que ça de prendre des photos. Hein. Souvent, les gens s'imaginent qu'on le fait clac boum. Mais souvent, on attend 3 heures l'arrivée de quelqu'un pour avoir une bonne photo et chapeau. C'est pas toujours facile comme métier. On peut remarquer aussi que, certes, c'est la fête nationale de Monaco, mais que le prince Albert aurait pu changer de date. Puisque la Saint-Albert, c'est, je crois, le 15 novembre, et que le 19 novembre avait été choisi par son père, le prince Régnier, puisque c'est la Saint-Régnier. Alors, il y a eu deux pratiques dans l'histoire de la principauté. C'est qu'il y a eu un moment donné où la fête nationale avait été fixée à l'époque au 27 janvier, qui était la fête de Sainte-Dévote, la sainte patronne. Puis ensuite, ça a rechangé, ça a été fixé pour le jour patronymique du prince souverain, donc la Saint-Régnier de Pise, qui a lieu le 19 novembre. Et de nouveau, le prince aurait pu changer de nouveau la date de la fête nationale en prenant le 15 novembre, à quelques jours, la fête liturgique de Saint-Albert-le-Grand, cet évêque dont nous parlions tout à l'heure. Et il a souhaité conserver la même date du 19 novembre pour de nouveau fixer définitivement le jour de la fête nationale monégasque. Je voulais juste te dire un petit mot à propos de Sainte-Dévote, qui est la patronne de Monaco. On oublie souvent que Sainte-Dévote, qui est une martyre du IVe siècle, était corse. Et en fait, elle a été martyrisée par les Corses. Alors, je le dis, c'était autrefois. Et on a posé son corps dans une barque. Et la barque a échoué à Monaco. Et ce sont les habitants du Rocher qui ont recueilli son corps qui avait été martyrisé. Et c'est pour ça qu'elle est devenue la sainte patronne de Monaco. C'est une martyre corse dont le corps a été recueilli à Monaco. Soyez prudents. J'ai dit autrefois. À la seule précision qu'elle n'a pas été martyrisée par les Corses, mais par l'occupation romaine qui, à ce moment-là, faisait vivre la persécution chrétienne sur l'île. Je présente toutes mes excuses aux Corses. Je me suis trompé. Merci pour la précision, mon père. Cela dit, je trouve que le père est quand même assez téméraire lui aussi, parce qu'il suggère quand même que les Corses se sont laissés vaincre par les Romains et qu'ils ont été occupés par Rome. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux que de dire qu'ils ont martyrisé Sainte-Dévote. Alors, mon père vous a quitté de Sainte-Dévote il y a très peu de temps. Maintenant, vous êtes à Rome. Et oui, depuis le mois de septembre, j'ai été envoyé par l'évêque pour entreprendre des études à Rome. On vient de commander le garde à vous et la première sonnerie
sonnerie particulière parce que toute la fanfare joue la sonnerie à la différence des sonneries françaises. C'est une pratique très anglaise. Voilà, nous devrions Seuls en France, les tambours et les trompettes jouent les sonneries. Nous devrions assister à l'arrivée donc du ministre d'État de la Principauté. Le commandant des troupes s'avance C'est à son le nouveau emplacement. commandant de la force publique. Voilà. Et il va donc s'avancer à son emplacement. Il va commander le reposer arme sur l'épaule, le garde à vous, le repos. Commandant, le colonel Bersillan. Qui vient d'être promu aujourd'hui. Aujourd'hui même, il a été promu. C'est-à-dire qu'il commande en même temps les pompiers et les carabiniers. Il commande la force militaire, donc la force publique, à la différence de la sûreté publique et la police, donc le corps militaire composé effectivement des carabiniers et des pompiers. En fond d'image, les marins américains, alors avec leur fameux bob. Nous voyons que les fenêtres du palais se sont ouvertes juste à l'instant. Dans quelques instants, le prince va apparaître au balcon. Repos! Garde-vous! Portez! Hop! Alors le porté-armes n'existe plus dans l'armée française puisque on le pratiquait avec des fusils semi-automatiques. Aujourd'hui, ce sont des fusils automatiques, des armes d'assaut, donc on ne porte plus l'arme, et notamment à l'épaule. Et ceux qui ont fait la plotte et qui ont couru autour des casernes avec un MAS 36 sur l'épaule s'en souviennent. Ah, vous parlez pour vous. Ouais. Voilà, monsieur Proust, le nouveau ministre d'État, enfin le nouveau, il est là depuis quelques mois, de la Principauté, par ordonnance souveraine du 13 mai 2005. Hein. Il avait donc succédé, vous l'avez dit mon père tout à l'heure, à monsieur Patrick Leclerc. La princesse Caroline, son fils Andrea, sa fille Charlotte et la princesse Stéphanie à une des fenêtres du balcon. On n'a pas vu encore le prince, parce qu'il se prépare à descendre. Oui, non, le prince est derrière la principale porte du palais. Attendre. Il l'attend et il va prendre le commandement des troupes sur la place d'armes, les passer en revue et ensuite se positionner pour un dernier salut à l'étendard de son père et recevoir le sien. Garde-vous! Portez! Hop! Présentez! Hop! Alors les officiers, bien sûr, ont leur épée de parade. Voilà, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui sort du palais donc par la porte d'honneur. Vous le voyez, il est accompagné de son aide de camp, le lieutenant-colonel Bruno Philippona. Voilà. Sous les applaudissements de la foule. Ancien du 2e REP et de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère de Djibouti. Il a servi sous les ordres de celui qui aujourd'hui est le général Rideau. Étrangers rassemblés. À vos ordres, monseigneur. Aux honneurs! Retentir l'hymne national monégasque.
Cet hymne remonte à 1848 et signé de Théophile Belando. Qui était notaire. C'était un notaire, oui, tout à fait. Et Oman. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les chefs de détachement et les officiers saluaient de l'épée et d'autres de la main, par exemple comme le directeur de la Sûreté publique. Parce qu'il n'a pas. Non, mais parce qu'il n'a pas d'armes aussi. Il n'a pas d'armes, il n'a pas d'épée, il n'a pas de fusil. Oui. Le caractéristique de l'hymne monégasque, c'est qu'il a été composé, donc effectivement, il y a bien longtemps, mais les paroles monégasques n'ont été composées qu'en 1931. Donc il était chanté en français, puis chanté en monégasque, et il a été composé par le poète Louis Notari. Son Altesse Sérénissime, le prince souverain, accompagné du ministre d'État et du commandant des troupes, passe donc les unités en revue. Ça se passe d'ailleurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et tout cela au son de la marche Prince Albert II. Ça a été composé pour l'occasion, pour la circonstance, par M. Escafre. Oui, absolument, les carabiniers du prince. C'est une marche de revue vraiment à caractère majestueux. Voilà, il passe devant le détachement américain, italien, et maintenant devant le détachement français, les trois pays amis qui rendent ainsi hommage au nouveau prince. Alors la cérémonie militaire sera accompagnée d'un commentaire qu'on entendra tout à l'heure et qui sera dit par un ami de la famille des Grimaldi, un ami très ancien et très proche, Robert Hossein, que je ne présente pas et que tout le monde connaît bien sûr. Portez! Armes! Reposez! Alors le porté-armes évidemment est exécuté par les carabiniers. Nous ne voyons que les pompiers là à l'image. Ils sont sur la droite des pompiers, dans l'ordre protocolaire de la force publique monégasque. Il va être rendu un dernier hommage à l'étendard du prince Régnier III. Cet emblème qui a participé depuis 55 ans à toutes les fêtes nationales et événements marquants de la principauté de Monaco va désormais rejoindre l'histoire de la dynastie des Grimaldi. Portez! Armes! Présentez! Armes! L'étendard et sa garde, le commandant de la compagnie des carabiniers du prince. Sortez des rangs! Alors le commandant, c'est le fameux lieutenant-colonel Luc Fringant qui accomplit là ses derniers pas d'officier des carabiniers, officier commandant des carabiniers, puisqu'il devrait être nommé par le prince Albert chambellan du palais. Les conditions, notamment physiques, de recrutement des carabiniers sont assez strictes. On ne peut pas faire moins d'1,80 m. Il faut passer un petit examen. Et pratiquement tous les carabiniers sont français. Tous les carabiniers sont français, effectivement. Et l'encadrement est souvent issu de l'armée française. C'est le cas, donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je le rappelle, du colonel Fringant qui vient du 13e RDP.
Le colonel Fringant se saisit de l'étendard du prince régnier. Salué une dernière fois par le prince Albert. C'est une page qui se tourne et c'est un règne qui commence. On l'a vu, c'est la dernière fois qu'on voit ce double R du prince régnier qui est au verso de l'étendard. Il ne sera plus jamais vu publiquement puisqu'il entrera au musée des Carabiniers. Il devait rentrer roulé, mais finalement il est entré comme ça. Oh, ça doit être une volonté dernière du prince Albert. Repos. Garde-vous. Les princesses suivent la cérémonie au balcon, Toujours les sonneries sous les ordres du chef de fanfare Christian Escafre. Le commandant de la compagnie des carabiniers du prince va se voir confier la garde de l'étendard de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Cet emblème est le symbole sacré de la patrie monégasque et porte dans ses plis le témoignage de 800 ans d'histoire. Portez. Présentez. Selon le rituel, s'il n'a pas changé, le nouvel étendard de la patrie monégasque, comme vient de le souligner Robert Hossein, arrive roulé, sera déroulé par le prince Albert. Il est porté par le colonel Philippona, aide de camp d'Albert, de Monaco, qui va le présenter au prince, qui le déroule et qui va le remettre en main au prince, qui va le lui redonner d'ailleurs. Ce qu'on peut dire à propos de l'étendard, c'est qu'il est peu différent de celui du prince régnier. C'est le même, puisque ce sont les armes de Monaco fuselées d'argent et de gueules. De gueules en langage héraldique, c'est rouge, et argent, c'est blanc. Et à l'arrière de l'étendard, c'est simplement le monogramme qui change. C'est le monogramme qui change. Parce que c'est un double A maintenant qui est derrière ce monogramme, derrière cet étendard, avec un 2 au centre, comme on le voit à l'image. Il le remet donc au commandant des carabiniers, le lieutenant-colonel Fringant. Où allemand? Officiers, sous-officiers, gradés, carabiniers et sapeurs, cet emblème est désormais celui de la force publique. Faites honneur à vos devises en le servant avec fidélité, courage et esprit de sacrifice. Voilà, c'est le commandant Mercian, le nouveau commandant de la force publique, qui vient de prononcer la devise de cette même force publique, dont la sûreté, c'est-à-dire les policiers, ne font pas partie. Alors, petit détail aussi à propos de l'étendard, on voit que le blason fuselé d'argent et de gueule est soutenu par 2 moines, et en fait, selon la tradition, c'est une allusion à l'irruption de Francesco Grimaldi dans Monaco, puisqu'il était déguisé en moine. Ce sont ses frères mineurs, barbus et chevelus. Et on rend hommage en fait au courage du premier Grimaldi qui a pris la forteresse déguisé en moine. Alors juste au-dessus, il y a une couronne. C'est entouré du grand collier de l'ordre de Saint-Charles et de la devise Deo Juvante, avec l'aide de Dieu.
L'étendard et sa garde, le commandant de la compagnie des carabiniers du prince, rejoignez les rangs. Voilà, le colonel Fringant, commandant des carabiniers, donc revient se mettre en place pour, à la tête de l'étendard, du nouvel étendard de la patrie monégasque, c'est-à-dire l'étendard d'Albert II de Monaco, sous les yeux attentifs de la princesse Stéphanie, la princesse Caroline et son fils Andrea Casiraghi. Il est d'ailleurs très, très proche des deux princesses sur le balcon. Dans l'ordre de succession, c'est-à-dire que l'ordre de succession est parfaitement respecté, étant donné que la princesse Caroline est au premier rang, et juste derrière elle, son fils Andrea Casiraghi. Donc, c'est parfaitement logique. Et nous allons assister maintenant, à la suite de cette cérémonie, à la remise des étendards des 3 unités de la force et de la sûreté publique, des fanions. L'étendard lui a été remis tout à l'heure au prince, c'est le drapeau du souverain. Il y a aussi, vous le savez, le fameux drapeau monégasque rouge et blanc. Et là, ce sont les fanions, c'est autre chose. Chaque fanion est le drapeau d'une unité. Voilà encore une terminologie empruntée à la cavalerie. On ne dit pas drapeau, on dit étendard. On dit pas, des unités de comme les la marins, force drapeau, mais on dit pavillon, on et dit le fanion. directeur de la sûreté publique vont se voir remettre leur nouveau fanion par son Altesse Sérénissime, le prince souverain. Emblème des corps constitués, garant de l'ordre et de la sécurité publique en principauté de Monaco. Ils portent sur leur soie le monogramme de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et leur devise. Alors, le premier Les chefs de détachement. Le premier fanion, lui, va au carabinier, aux ordres du lieutenant-colonel Fringant. Ensuite, ce sera les pompiers aux ordres du lieutenant-colonel Chevalier, qui vient d'ailleurs lui aussi de prendre son commandement aujourd'hui. Et pour la sûreté, c'est le patron, c'est le commissaire divisionnaire Sautier. Qui lui aussi est un haut fonctionnaire de la police nationale française, détaché à Monaco. Et en général, ces hauts fonctionnaires de police effectuent un séjour de 3 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire 6 ans. Il arrive d'ailleurs à la fin de son commandement de 3 ans. Alors Robert Hossein parlait des devises. Pour les pompiers, c'est sauver ou périr, comme les pompiers de Paris d'ailleurs. Pour les carabiniers, c'est honneur, fidélité, dévouement. À un mot près, c'est un peu la devise de la Légion étrangère. Et enfin, pour la sûreté, en latin, fides, diligentia et virtus, c'est-à-dire fidélité, diligence et vertu. Donc chacun des commandants des unités vont se voir remettre, vous le voyez, leur nouveau fanion par son Altesse Sérénissime, le prince souverain. Vous parliez tout à l'heure de langage et d'usage. C'est vrai que le langage héraldique est souvent très poétique. C'est un langage en lui-même qui est assez imagé. Alors vous disiez tout à l'heure de rouge et or, rouge et blanc. Et en fait, c'est d'or et d'argent. Là, on voit que le premier fanion est vraisemblablement d'azur puisqu'il est bleu. Après, on en a un qui est rouge, qui est donc de gueule. Et c'est celui qu'on est en train de remettre, le premier, qui est donc d'azur avec le monogramme du prince en lettres d'or dessus. D'azur, c'est bleu. Et chaque chef de détachement se place donc, on le voit, devant le prince, le salue, reçoit de ses mains son fanion. Et le langage héraldique remonte au Moyen-Âge. C'est un langage qui est toujours en... Ça, c'est deux gueules rouges, donc avec les armes de la principauté au centre. Et les fanions vont être posés dans quelques instants sur l'arme de l'homme de base de chacun des détachements. Et en fait, les armes ont toujours eu une fonction défensive. Autrefois, c'est ce qu'on voyait sur le bouclier, par exemple, des chevaliers pendant les tournois. Ça permettait d'identifier l'adversaire. Et alors là, le troisième fanion, qui est donc blanc et rouge, donc ce serait de gueule et d'argent. Alors l'homme de base, c'est celui qui porte l'arme, c'est celui sur lequel on s'aligne, et c'est celui sur lequel on s'aligne aussi pour marcher au pas.
Fagnon. Ça va être Rejoignez maintenant les la rangs. cérémonie, Charles, de la remise de décoration. Voilà le commissaire Sautier, le commandant des pompiers et le commandant des carabiniers. Chacun va remettre à son homme de base le fanion qui va le loger sur la baïonnette. Qui va le loger dans le fusil puisque la baïonnette c'est en réalité ce qui va tenir le fanion. Pour les porte-fagnons, portez. Armes. Inclinez. Une fois cette cérémonie, cette remise de fanion terminée, le prince va regagner le balcon du palais. La fanfare exécutera quelques mouvements et figures pour la mise en place du défilé. Et les 3 détachements, ce sont les détachements monégasques qui vont défiler et non les détachements des marines étrangères, françaises, italiennes et américaines. Je dis étrangères parce que comme nous sommes en principauté de Monaco, que Monaco est un État indépendant, donc le détachement français est considéré comme un détachement étranger. Le prince de Hanovre a rejoint son épouse. Les récipiendaires. Il n'était pas là au début. Sortez des rangs. Un officier donc de la garde du prince Albert apporte le coussin des médailles. Je crois qu'il y a 2 récipiendaires, 2 officiers qui vont recevoir ces médailles. C'est l'ordre souverain, l'ordre majeur de la principauté de Monaco, c'est-à-dire la croix de Saint-Charles, avec les grades d'officier, de chevalier, d'officier, de commandeur et de grand croix. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles à la compagnie des carabiniers du prince. Au grade d'officier, le lieutenant-colonel Luc Fringant. Au grade de chevalier, le capitaine Jacques Giletta. Fermez le banc. Les décorés, rejoignez les rangs. Alors ont été décorés le lieutenant-colonel Fringant et le capitaine Giletta. Caractéristique du capitaine Giletta, 30 ans de carabinier, fils de carabinier. Et au demeurant, homme très sympathique.
la cérémonie de la prise d'armes proprement dite est terminée. Place au défilé, mais avant que les troupes ne se mettent en place, la fanfare va donner l'aubade sous les fenêtres du palais et pour les monégasques. Sortez! Hop! Présentez! Hop! Aux honneurs! Voilà, le prince salue une dernière fois le commandant des carabiniers et va regagner le balcon du palais, situé juste au-dessus des armoiries des Grimaldi. Oui, c'est donc de cette fenêtre qu'il va pouvoir suivre le défilé militaire. D'abord l'aubade et ensuite le défilé militaire. Auquel vont participer les 3 détachements de carabiniers, de pompiers et police. Donc ces 3 détachements de 27 hommes avec à leur tête un chef de détachement. Reposez! Hop! Repos! Garde-vous! Les unités militaires étrangères, les marins français, américains et italiens, vont se placer, ces unités se placer, elles, en face du palais. Et pendant ces opérations, la fanfare, effectivement des carabiniers, va évoluer sur la place du palais. Vous reconnaîtrez un certain nombre de musiques, de marches, de chansons traditionnelles, très connues, comme Le jour le plus long, la musique de Paul Anka. On attend que le prince, sans doute, puisse regagner le salon bleu, qui est un grand salon, le salon des glaces à peu près, enfin qui est un peu plus court évidemment que le fameux salon des glaces du château de Versailles, mais qui est assez beau avec des tapisseries et des tentures recherchées. Oui, c'est vrai. Ce salon est nettement plus court parce que je pense que la galerie des glaces, le palais princier tiendrait sans doute dans la galerie des glaces. D'ailleurs, on voit tout de suite les princesses se retourner. Inutile de vous dire que le prince vient d'arriver. Le voilà qui apparaît au balcon et il va donc présider de son balcon. L'aubade va lui être donnée donc par cet intermède musical avant même le défilé militaire. Donc, les monégasques sont massés, vous le voyez, autour de la place. Lors des obsèques, on les avait, on ne va pas dire parqués, mais on les avait mis dans un coin de la place. Et là, finalement, ils entourent totalement la place du palais Macbert. Ça a été une volonté du prince. Oui, à la fin d'ailleurs du défilé militaire, les barrières seront rompues, les monégasques pourront s'approcher du palais, se coller quasiment au palais, précédés par des groupes de jeunes qui, chacun, de nationalités différentes, porteront les drapeaux d'une vingtaine de communautés qui habitent ou qui résident à Monaco. Il faut rappeler aussi que pour les obsèques du prince Régnier III, il n'y avait pas d'écran géant sur la place du palais comme ça a été fait là, mais seulement dans les églises de la principauté. Mais ici, donc ce matin, tout le monde a été accepté, aussi bien les monégasques que les résidents, pour pouvoir participer à cette liesse de la fête nationale. Et donc tout à l'heure, les barrières disparaîtront. Vous avez vu tout à l'heure que tous les monégasques ont un drapeau à la main, le drapeau national. Et il y aura cette acclamation du souverain, comme à toutes les fêtes nationales d'ailleurs, autour donc du prince souverain, sur la place du palais, qui sera à ce moment-là déblayé des forces militaires. Sous un soleil, sous un ciel radieux.
Finalement, le vent venant du golfe de Gênes n'a pas soufflé ce matin. On voit clairement là qu'on est dans le salon des glaces, puisqu'on voit les glaces qui se reflètent à l'infini. Il faut savoir que le salon des glaces, en fait, sert d'antichambre à la salle du trône. En fait, c'est une des pièces les plus importantes du salon d'apparat, des appartements d'apparat du Palais Princier de Monaco. Et il y a un objet qui est très symbolique dans ce salon des glaces, puisqu'en fait, c'est dans ce salon des glaces que se trouve le portrait de famille du prince Régnier III avec son épouse et ses enfants. C'est donc une pièce à la fois très intime, mais très officielle, puisque c'est l'antichambre de la salle du trône. Alors, le prince n'a pas de... Il n'a pas de tiare, il n'a pas de sceptre, mais il a un trône. Il a un trône, et curieusement, le trône est d'époque empire. Donc, il n'est pas du tout Renaissance ou 18e comme on aurait pu l'imaginer. Il est d'époque empire. Voilà l'ancêtre. François Grimaldi, donc déguisé en moine pour, par ruse, prendre vraiment la place forte de Monaco, qui était alors détenue par une garnison espagnole. Et voilà la fanfare des carabiniers qui donne l'aubade au prince. Et le prince de Monaco n'a jamais eu ni de couronne, ni de sceptre, ni de globe comme on peut l'avoir dans d'autres monarchies. Et je pense qu'en fait c'est pour une raison très simple, parce qu'en fait tous les symboles du pouvoir et de l'indépendance monégasque ont été créés au XIXe siècle, parce que justement Charles III, je crois, s'est un petit peu inquiété du raccourcissement de la principauté, puisque Menton et Roquebrune étaient partis. Donc il a créé un hymne national, il a transformé Monaco en évêché. Au bout d'un certain temps, il a fait venir les jeux pour donner de l'argent à la principauté. Il a créé la salle Garnier, l'opéra où aura lieu ce soir une représentation de gala. Et je crois qu'il n'a pas créé de couronne ni de sceptre, pour la bonne et simple raison qu'à l'époque c'était quand même très très coûteux et que les finances monégasques au XIXe siècle étaient quand même un petit peu compromises. Donc dans tout l'attirail, c'était juste au début du casino, et donc dans tout l'attirail des symboles qu'on a mis en place pour asseoir l'indépendance de la principauté, on a dû considérer que les ornements du sacre, enfin les couronnes, tout ça, c'était vraiment très très coûteux. Donc il n'y en a jamais eu. Voilà donc la fameuse aubade donnée par la fanfare des carabiniers de Monaco sous les ordres de Christian Escafre. Ça, c'est l'air officiel du corps d'artillerie de l'armée des États-Unis. Mais vous verrez tout à l'heure, notamment pour le défilé, s'il commence à temps, un medley de musique américaine. Musique de l'artillerie de l'US Air Force et des Marines. Voilà la forte coloration de la culture américaine du nouveau souverain. Le prince Albert, toujours en aparté avec sa sœur. Le salon des glaces, c'est vraiment une pièce très importante, parce qu'en plus, toutes les effigies des souverains monégasques importantes depuis Charles III, ils sont représentés. Donc Charles III est là, Albert Ier est là, Louis II, le grand-père du prince Régnier est là, le prince Régnier et la princesse Grace sont là, et on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, il y aura un portrait du prince Albert dans ce salon, qui est vraiment une pièce très très importante, très symbolique. Il y en a un très beau avec la princesse Grace. Absolument, mais je veux dire un portrait de lui tout seul en tant que prince souverain. C'est vraiment une pièce très très importante du point de vue historique. Et il y a beaucoup d'objets aussi. Il y a beaucoup d'objets. Il y a entre autres une nymphe qui est le modèle original de la nymphe qui est remise lors du festival de télévision de Monaco. Et c'est vraiment une pièce qui est assez importante dans l'histoire de la dynastie. Presque plus que la salle du trône, parce qu'en fait tous les souverains monégasques sont représentés. Voilà le prince toujours en conversation avec sa sœur. Cette fois-ci, il parle avec Caroline. Et avec son fils, Pierre Casiraghi. Son fils, voilà. Et Andrea Casiraghi à gauche. Eh bien, voilà. Cette cérémonie est magnifique. La prochaine, ce sera quoi, Vincent? Alors, ça sera le mariage? Non, il y aura sans doute le... c'est ce qu'attendent tous les monégasques, n'est-ce pas, mon père? Qu'est-ce que vous entendez par cérémonie? Retransmise à la télévision ou importante à Monaco? À Monaco? Je pense que non, la chose importante, ce sera le festival du cirque, parce que souvenez-vous que l'année dernière, le prince Régnier... Je parle d'audience internationale. Alors, si vous parlez d'audience internationale, c'est obligatoirement le mariage, effectivement. Si mariage il y a. Mais parlez-moi du mariage, parce que je crois que vous avez quelques infos sur quelques têtes couronnées. Non, j'ai pas d'infos sur les têtes couronnées, mais je sais qu'on a demandé
deux personnes il y a m'ont dit, des chasseurs de tête deux dans les personnes entreprises m'ont dit qu'on invitait beaucoup leurs filles en ce moment à Monaco. Ah, c'est qui alors? Dites-nous. Ah, non. Vous voulez pas nous le dire? Mais en revanche, si ça marchait, ça pourrait vous J'ai peur de surprendre. vous griller pour point de vue. Hein. Si ça marchait, ça pourrait vous surprendre. Bon, mais nous, 2 fois par semaine, de toute façon, le prince reçoit, son secrétariat en tout cas, des candidatures, des maires qui envoient des photos, des CV d'un certain nombre de jeunes femmes En plus, il faut qu'elle pas... considère en tout cas tout à fait mariables avec le prince de Il ne Monaco. faut pas avoir l'image d'un mariage obligatoirement arrangé. C'est pas ce qu'on veut dire dans ce genre de choses. Quand on organise des rencontres, si vous voulez, il y a des réceptions, des fêtes qui sont organisées à Monaco, donc on invite évidemment des jeunes filles. On en invite certaines quand même dans un but précis. Bien sûr, mais on considère qu'il vaut mieux inviter des jeunes filles issues un petit peu d'un milieu comparable à celui du prince, qui seront capables d'accepter les charges du métier, plutôt que des inconnus qui, au bout d'un certain temps, n'auront peut-être par-dessus la tête de supporter cette contrainte. Vous voulez dire, il n'y a pas d'hôtesse de l'air C'est même pas des hôtesses de l'air, si vous voulez. On sait que de toute façon, dans le monde royal à l'heure actuelle, il y a une espèce de syndrome Diana qui est rampant, et tout le monde n'a qu'une peur, c'est de se retrouver avec une nouvelle Diana dans une dynastie. Oui. Et quid de l'enfant putatif alors? Écoutez, vous parlez du fils du prince Albert. Bien sûr. Écoutez, le prince Albert, le fils du prince Albert n'a pas de droit à la couronne. Le prince Albert a été très clair là-dessus. Il avait dit « je m'expliquerai après la fin du deuil ». Il s'est expliqué ponctuellement après la fin du deuil et il a mis les choses au point. D'ailleurs, il les a mis au point publiquement, mais en privé, il les avait mis au point. Il l'a fait avec un certain courage, d'ailleurs, chez Patrick Poivre d'Arvor à TF1. Il avait reconnu cet enfant par devant notaire, exactement comme le président Mitterrand l'avait fait pour Mazarine. Donc c'est une procédure tout à fait légale. Et il l'a fait publiquement un petit peu parce qu'on lui avait mis le couteau sous la gorge. Cette affaire est arrivée à la connaissance du grand public au moment, quelques semaines après la mort du prince Régnier, et c'était pas facile à gérer. Et il a parlé aussi peut-être d'autres enfants, non, quelque part Lui, il a parlé de rien. Non, bon d'accord, on lui a posé la question. On lui a posé la question. Voilà, c'est avec cette aubade donnée par la fanfare des carabiniers du nouveau prince souverain de Monaco, Albert II, que nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre attention et d'avoir été avec nous durant toute cette cérémonie retransmise en direct avec Jean-Claude Narcy, notre envoyé spécial à Monaco, Carole Rousseau. Et merci aussi au père Manfredi, à Vincent Mélan pour leurs précieuses indications. Nous vous souhaitons une excellente journée sur TF1. Claire Chazal reviendra dans son journal de 13h sur les cérémonies d'intronisation du prince Albert II. Merci et bonne journée.